il y a une autre position, c'est celle de la toute-puissance. Hein, voilà, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Et dans ce cas-là, on peut aller dans le mur avec énormément d'énergie et de joie. Le problème, c'est que quand on fait ça en tant que dirigeant, on n'y va pas tout seul. Et il se peut qu'il y ait des gens qui vous en veuillent derrière. Des salariés, des fournisseurs, des banquiers, etc. Donc, il faut faire attention à ça, hein, cette toute-puissance en disant « j'ai raison et de toute façon, je pense que c'est comme ça ». Non. Hein. Un entrepreneur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend une position basse. La position basse, c'est quoi? La position basse, c'est en permanence, questionner l'environnement, questionner ce qui se passe. Pourquoi ça fait ça? Et s'essaye de comprendre pourquoi. Et il faut se donner cette peine. Et ça nécessite du temps. Le pire qui puisse arriver à un dirigeant, et je sais que c'est facile à dire, je l'ai vécu ça aussi, hein. On dit à un dirigeant, prends du recul. Ouais, enfin bon, quand ça brûle, on n'a pas vraiment le temps de prendre du recul. Eh bien, il faut avoir la puissance. Hein, il faut avoir la capacité de faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Hein, le pire qui puisse vous arriver, c'est de succomber au terrorisme de l'urgence. Et l'urgence est véritablement un terrorisme. Parce que ça vous empêche de justement questionner les choses et d'essayer de voir dans tout ce qui est en train de bouger ce qui peut être intéressant, ce que l'on peut prendre pour créer à nouveau et pour avoir des idées. Donc il faut faire attention à cette position de toute puissance. Hein. Il faut prendre des positions basses, regarder, prendre le temps de questionner l'environnement, prendre le temps de regarder ce qui va arriver. Alors, il y a aussi des choses qui sont très très perturbantes. Hein, dans une posture de dirigeant, il faut faire attention aux caricatures. Hein, là, par exemple, vous avez le monde vu de San Francisco. Hein, alors, le monde vu de San Francisco, vous voyez ici la Chine, là, hein, c'est Walmart. Voilà, ce sont des gens qui fabriquent des trucs pas chers. Hein, la France, ici, c'est un pays où on fait comme dans la Napa Valley, sauf que c'est en Europe. Hein, l'Afrique, ici, oh ben, c'est le sida, et puis c'est le Darfour. Voilà, là, ici, c'est de football. Voilà, l'Australie, c'est la bière Foster. On a plein de caricatures dans la tête. On a plein de caricatures dans la tête, et ces caricatures-là nous empêchent aussi de prendre cette posture de la position basse pour questionner les choses. Hein, les gens disent, bon, en Afrique, il n'y a rien à faire, de toute façon, ils vont tous mourir du sida. Non, il y a plein de choses à faire en Afrique. Hein, quand vous voyez les réalités qui sont extrêmement prégnantes, hein, en Chine, vous avez combien? Un tiers de la population mondiale en Chine? 8% des terres arabes. Un tiers de la population, 32% de la population, 8% des terres arabes. Ça veut dire que la Chine va véritablement avoir un problème. Hein, parce que pour nourrir sa population, ben oui, on en est là. Donc, nous, on a dit, la nourriture, c'est pas grave, ça viendra, ça tombera toujours. Il y a plein de champs, voilà. Eh bien, donc, ça va devenir un vrai problème. Et là, ben, l'Afrique est un réservoir extraordinaire de terres arables et de capacités agricoles. Hein, donc ça, il faut s'en occuper. Il y a plein de choses à faire. Hein, moi, je traversais hier. Je traversais hier avec Catherine des Trois-Îlets pour aller à François. On est passé devant des paysages agricoles avec des terres, mais absolument à rêver. Hein. Et je crois qu'il y a plein de choses, il y a plein de potentialités agricoles dans ce pays qui sont, à mon avis, pas exploitées. Hein, on a certainement réduit les surfaces exploitées. Alors pourquoi vous dites, ben oui, on y fait de la canne à sucre, ça ne rapporte pas, parce que le rhum, ça ne rapporte pas. On y fait de la banane, bon, on ne fait plus de banane, parce que la banane, ça ne rapporte pas. Il y a plein d'autres choses à faire. Il y a plein d'autres choses à faire. Hein, alors si on dit, bon, on ne va plus faire d'agriculture parce qu'il y a la crise dans la banane, puisque les mecs d'Amérique centrale produisent moins cher que nous, parce que les Africains ont une main-d'œuvre qui est moins chère que la nôtre, oui, d'accord. Et alors? Bon, on ne fait plus de banane, mais on fait autre chose. Donc, faites attention, hein, je crois qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne doit pas baisser les bras. Il y a un entrepreneur, je disais ça à une journaliste pas plus tard qu'il y a quelques minutes, hein, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne subit pas. C'est quelqu'un qui prend son destin en main.
Voilà, donc attention aux caricatures. Alors, voyez, ce monsieur, vous le connaissez, hein, bon, il est mort. Dommage. Mais c'était quelqu'un. Alors et on a écrit plein sur lui, surtout après sa mort. Hein, on a fait des kilomètres de pages écrites sur Steve Jobs. Mais Steve Jobs, c'était quelqu'un qui a tout le temps, de manière permanente, innové. Et en fait, c'était pas du tout un technicien. C'était quelqu'un qui était complètement tourné vers l'usage du produit. L'usage. Qu'est-ce que le consommateur peut faire de mon produit et qu'est-ce que je pourrais faire pour simplifier la vie du consommateur, hein, en créant bien entendu un business. Voilà. Et Steve Jobs, au départ, il a fait des ordinateurs. Je ne suis pas remonté au Mac, hein, mais là, vous avez par exemple le MacBook. Le MacBook, c'est quoi? C'est une interface homme-machine qui est simple. Son innovation, c'est simplifier l'interface homme-machine. J'achète un ordinateur, j'appuie sur On, tout est là et je peux déjà m'en servir. Et généralement, la manière de m'en servir est beaucoup plus simple qu'un PC classique. Il y a du design. Et surtout, ce qui est important, c'est que Steve Jobs a dit, moi, je veux créer une communauté. Je veux créer... des gens disent que c'est une secte. Hein, mais des gens qui sont fiers d'avoir un Mac et qui montrent leur Mac parce que voilà, ils sont modernes. Voilà. Donc création de communauté. Ça a été à partir du moment où il a sorti les MacBooks, etc. Derrière ça, il a sorti l'iPod. L'iPod, c'est quoi? C'est un MP3, ça existait déjà avant. Il n'y a pas énormément de technologie là-dedans. Mais il a travaillé sur l'usage. Et ce qui est innovant dans l'iPod, c'est le fait qu'on n'appuie plus sur des touches. On prend son petit doigt puis on le fait tourner. Moins, plus, à droite, à gauche, en bas, en haut. Et donc là, on a créé chez le consommateur la capacité d'utiliser un écran tactile avec une gestuelle extraordinairement simple. On tourne comme une page, on monte, on descend, on appuie, et puis on n'a plus besoin d'avoir toutes ces petites touches, etc. Et puis derrière, il en a profité pour faire iTunes. Parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de téléchargements illicites, et lui a proposé une moralisation du téléchargement pour la rémunération des artistes. Voilà, et c'est comme ça qu'il est devenu le premier éditeur mondial de musique. Et on achète des chansons, elles ne coûtent pas très cher, hein, ça va de 0,5 $ la chanson à 1,20 $ ou un truc comme ça. Donc n'importe qui peut l'acheter, avec d'ailleurs une méthode de comptabilisation qui est intéressante. Voilà. Ensuite, il a fait évoluer l'iPod et il a fait, vous savez, le gros iPod noir qu'il avait sorti qui était pour des photos, c'est-à-dire son et photos. Hein, on pouvait prendre des photos et on pouvait classer ces photos, etc. C'est-à-dire qu'on avait un disque dur intelligent dans lequel on pouvait consulter toujours avec cette même gestuelle. Et puis au bout d'un certain temps, il s'est dit, voilà, je vais ajouter à ça une fonction téléphone, une fonction communication. Et c'est là qu'il a globalement le premier proposé des applications. Alors qu'est-ce que c'est que des applications? Des applications, ce sont de tout petits logiciels qui vous mettent en relation avec des gros logiciels par ce qu'on appelle le cloud. Par ce qu'on appelle l'espèce de nuage sur lequel on va se connecter. Et puis ensuite, on va regarder. Moi, par exemple, sur mon iPhone, j'ai la météo. Mais la station météo n'est pas dans mon iPhone. J'ai simplement un petit logiciel qui me met en connexion avec une énorme base de données qui est tout le temps remise à jour. Et comme ça, je sais, par exemple, le temps qu'il fait dans ma vigne près de Montpellier, chez moi près de Versailles, demain en Martinique. Et voilà, je programme et j'ai ces connexions. Donc ça, c'est extrêmement novateur dans l'utilisation. Lui, il a simplement pris des technologies qui existaient et il les a mises à la disposition des consommateurs. En inventant c'est pas lui qui l'a inventé. Il l'a simplement mise, le cloud computing, il l'a mise à la disposition du consommateur. Et finalement, là, il est arrivé juste avant de mourir, à ce concept de real computer. C'est ce que d'ailleurs, dans un article, il écrivait déjà en 91. Le real computer, c'est-à-dire cette tablette qui, n'importe où dans le monde, n'a pas besoin d'être connectée à l'électricité, n'a pas besoin d'être connectée, elle est libre, et grâce
grâce au nuage, eh bien, vous vous connectez à des tas de logiciels, et même d'ailleurs, vous n'avez plus besoin de logiciels, vous n'achèterez plus de logiciels, vous louerez simplement un appartement dans une énorme résidence où il y aura plein de logiciels, et vous aurez votre appartement à vous, hein, et vous pourrez avoir votre tableur, vous pourrez avoir votre traitement de texte, etc., qui sera toujours à jour. Voilà, et donc, effectivement, ça, c'est une crise, tout ça. Ah oui, pour des tas de gens, ça a été une crise. Ça a été une crise pour, ça a été une crise pour Sony. Hein, ici, on a eu une crise pour Nokia. Hein, et Nokia, il n'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir Apple. Il ne pensait pas qu'Apple rentrerait dans le téléphone. Il n'y a jamais cru. Hein, eh bien, c'est Apple qui... Nokia va mal. Hein, donc, alors, ils résistent un peu. Ils vont peut-être s'en sortir. Je ne sais pas. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le métier, qui est rentré dans le métier. C'était une crise pour Nokia, effectivement, pas pour Apple. Pas pour Apple, parce que lui, il a pris son destin en main. Voilà, donc les entrepreneurs, ce sont les gens qui détiennent les clés, hein, pour résister aux crises. Alors là, c'est un autre exemple de crise. Ça, c'est un type que je connais bien. C'est un Portugais. C'est un Portugais qui est venu s'installer dans l'ouest de Paris, il y a une trentaine d'années, en quittant son village misérable du Portugal. Et comme c'était quelqu'un qui était très 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 intéressé par les voitures, et notamment les voitures de course, c'est devenu un fantastique mécanicien, régleur de voitures de rallye, etc. Bon, il faut quand même bien gagner sa vie. Alors il a monté un garage. Et puis, comme font beaucoup de Portugais en métropole, il a fait venir ses copains du village, de son village. Ils ont monté un garage, hein, dans lequel ils faisaient de la carrosserie et de la peinture et de la mécanique. Voilà. Alors, ils avaient une clientèle qui était pas mal. Alors, ils avaient des entreprises qui étaient clientèle, notamment en carrosserie, des chauffeurs de taxi, des ambulanciers, hein, des sociétés d'ambulance, aussi en mécanique. Il avait des clients occasionnels, de temps en temps, qui venaient là par passage, et puis il avait des clients réguliers, des gens qui aimaient bien leur bagnole, et qui aimaient bien que l'on s'occupe bien de leur voiture, et qui venaient chez lui. Et globalement, il faisait un beau chiffre d'affaires avec ses mécaniciens, et il gagnait bien sa vie. Et puis arrive la crise de 2008. Catastrophe. Les clients institutionnels des sociétés de taxi, d'ambulance, bon, ils ont accepté de rouler un peu plus longtemps avec plein de boss sur leur taxi ou sur leur ambulance. Les occasionnels sont plus ou moins disparus. Et les clients qui faisaient le gros de sa clientèle, amoureux de leur automobile, ils ont dit, nous, on ne peut plus tellement payer, donc voilà, on est très frustrés parce qu'on ne peut plus chérir l'objet de notre amour qui est notre automobile. Donc des gens frustrés. Et là, il a vu son chiffre d'affaires piquer du nez et ses résultats encore plus. Crise.